À tous. Donc pour cette session sur la territorialisation des actions culturelles. Donc c'est une session qui rassemble 3 personnes. Donc Basile Michel, que vous avez déjà entendu ce matin, qui animait la session, Fabrice Raffin et Didier Lecor. Donc je vais présenter très rapidement les 3 personnes. Basile Michel est maître de conférence en géographie à l'Université de Cergy, Paris. Donc il mène des recherches en géographie urbaine, sociale, économique, et donc au sein du labo, et a été impliqué dans 3 grands projets de recherche, notamment sur les scènes culturelles et sur les territoires créatifs. Donc son intervention aujourd'hui, il commencera donc cette séance en présentant une analyse des grandes notions qui vont traverser, qui ont déjà commencé à traverser nos débats depuis ce matin et encore demain, sur les notions de territoire, d'empreinte, d'ancrage, etc. Ensuite, Fabrice Raffin, et non pas Ruffin. Donc, socio-anthropologue, donc Fabrice est maître de conférence à l'université de Picardie, Amiens, donc au laboratoire Habiter le Monde, et donc vous avez dirigé donc le master culture, patrimoine, et vous dirigez encore depuis, voilà, continue de diriger un master culture, patrimoine et innovation numérique à l'université, et voilà, vous travaillez depuis quelques années là sur les problématiques artistiques et culturelles et le lien avec l'aménagement territorial. Et je passerai ensuite la parole à Didier Lecor, qui est encore directeur de la Garance, donc scène nationale de Cavaillon, et qui présentera aussi, je pense, dans son intervention un peu son parcours et ce qui l'anime dans la gestion de cette scène nationale. Voilà, donc je vais passer la parole à Basile. Donc l'idée est de tenir un petit peu, on est un petit peu en retard, un petit peu, mais on a bien mangé, et donc on essaye de tenir des présentations de 20 minutes pour laisser quand même le temps aux échanges après. Merci Elisabeth. Donc effectivement, je vais proposer une réflexion en fait sur les liens entre art, culture et territoire au prisme de 3 notions et métaphores que sont l'ancrage, l'encastrement et l'empreinte. Donc qui fera évidemment écho en partie à ce qu'on a pu débattre déjà ce matin et encore demain. Alors, cette présentation, j'ai voulu la centrer sur la question donc en particulier de l'ancrage territorial des arts et de la culture. Comme je le disais, au prisme, je vais tenter de faire une proposition en fait théorique au prisme de 3 notions qui sont autant de métaphores, donc l'ancrage, l'encastrement et l'empreinte, ici appliquées au secteur artistique et culturel. Alors juste avant de rentrer dans le détail de ma présentation, je précise en 2-3 mots sur donc art et culture que l'on s'entende. Là, je parle évidemment de l'ensemble des projets, lieux, institutions, équipements des secteurs artistiques et culturels dans leur ensemble, de spectacles vivants, art visuel, cinéma, etc. Et quand je parle de territoire, je l'emploie ici au sens géographique d'une portion d'espace vécu par des habitants, etc. Par toute une série d'acteurs et une portion d'espace vécu également appropriée et dynamisée par des réseaux d'acteurs divers et variés. Alors un petit point méthodologique, puisqu'on est sur un colloque avec une dimension scientifique, sur la méthode que j'ai pu utiliser et sur laquelle je m'appuie pour vous proposer ces réflexions théoriques. Donc sur un travail de recherche que je mène depuis 2013, donc on est sur du temps long en fait, sur les questions de art, culture et territoire. Avec des enquêtes de terrain que j'ai menées dans différents contextes, en France, Nantes, Marseille, Grenoble et la région Île-de-France, et également à l'étranger, en particulier en Chine, avec des villes comme Shanghai et Pékin.
Et sur toutes ces recherches et enquêtes de terrain, j'avais finalement trois questions principales qui m'intéressaient, à savoir d'une part la question de la localisation et des acteurs et des lieux culturels et de leur agglomération spatiale. Une deuxième dimension sur les réseaux collaboratifs tissés par ces acteurs culturels entre eux et avec d'autres types d'acteurs, acteurs sociaux, politiques et autres. Et puis enfin, un dernier élément, un dernier axe sur les effets finalement des projets culturels et des acteurs culturels sur les territoires. Pour ce faire, j'ai mobilisé toute une série d'outils méthodologiques, plus de 250 entretiens, principalement avec des acteurs culturels, artistes et autres. Également de l'observation in situ, donc sur place sur les différents territoires analysés. Des analyses de réseaux collaboratifs, des analyses de discours médiatiques, des analyses bien sûr aussi sur les dimensions sociales, économiques et urbaines des différents territoires analysés. Alors, je vais articuler ma présentation en 3 points qui, vous le voyez, reprennent les 3 notions et métaphores que je souhaiterais aborder ici, donc l'ancrage, l'encastrement et l'empreinte, avec l'objectif donc de proposer finalement une analyse générale et transversale des liens culture-territoire en m'appuyant et en illustrant mon propos sur des exemples concrets évidemment. Donc premier point sur l'ancrage qui va me permettre ici d'aborder les questions de localisation et d'agglomération spatiale des lieux culturels. Alors, comme je le disais, on est sur des notions et également des métaphores, et l'ancrage renvoie déjà à la métaphore du bateau qui, à l'aide d'une ancre, vient se fixer dans un lieu donné pour un temps donné avant éventuellement de repartir. Alors, si on l'applique dans un cadre territorial, il s'agit en fait d'individus, d'organisations, d'acteurs, culturels ou non, qui vont s'ancrer dans un territoire afin de bénéficier de différentes ressources localisées, auxquelles d'ailleurs ils vont pouvoir parfois contribuer. Cette définition de l'ancrage nous permet d'opposer l'ancrage au nomadisme, ce que des économistes ont fait dans leurs travaux, opposant ancrage et nomadisme des entreprises, dans l'idée que l'ancrage traduit finalement une forme de choix et d'engagement et de stabilité dans la localisation géographique, en opposition au nomadisme qui, lui, traduit plutôt une forme de volatilité vis-à-vis du territoire. Malgré tout, l'ancrage n'est pas considéré comme un enracinement, où là, l'enracinement, avec la métaphore plutôt des racines, traduit un lien au territoire qui est beaucoup plus définitif et quasi vital. Finalement, on n'arrache pas un arbre sans risquer de le tuer. Donc l'enracinement est là traduit finalement une intensité plus forte dans le lien au territoire. Surtout, l'ancrage n'est pas à considérer comme antagoniste avec les mobilités et les circulations à des échelles plus larges, mais bien au contraire comme complémentaire avec les mobilités. Hein. À l'image, j'ai cité ici les travaux de Thierry Ramadier, hein, à l'image des citadins qui vont avoir des pratiques sociales, faire leurs courses, etc., ancrées dans un quartier urbain donné, mais qui bien évidemment vont également développer des pratiques à l'échelle métropolitaine, régionale, voire plus large. Alors si on l'applique au domaine qui nous intéresse ici, donc les arts et la culture, cette notion d'ancrage, elle va nous permettre de mettre en évidence d'une part la volonté d'un certain nombre d'acteurs culturels de s'implanter dans un lieu et d'y œuvrer de manière durable et stable dans le temps, de s'investir finalement d'une certaine manière dans la durée sur ce territoire-là. Cette notion va aussi nous permettre de mettre en évidence une tendance forte qui caractérise le rapport des lieux culturels, des acteurs culturels au territoire, qui est celle de l'agglomération spatiale, et en particulier dans un certain nombre alors à la fois à l'échelle de la ville, mais aussi plus spécifiquement à l'échelle de certains quartiers urbains, et notamment des anciens quartiers industriels et ouvriers, dans lesquels on va voir émerger des formes de concentration spatiale de lieux, d'activités culturelles et créatives. Je vous en ai mis un exemple ici. La carte représente le quartier M50 à Shanghai, qui est un ancien quartier industriel qui a été, suite à la crise des années 1970, laissé en partie à l'abandon, et dans lequel se sont installés des artistes, des galeristes d'art contemporain de manière spontanée, créant finalement une polarité culturelle et artistique dans la ville de Shanghai. Là, chaque cercle représente de manière proportionnelle le nombre de galeries d'art et d'ateliers d'artistes présents dans chacun des bâtiments. Et vous pouvez donc observer, hein, le cercle le plus gros représente une vingtaine d'artistes et de galeristes. Donc on a une très forte concentration ici dans l'espace.
Alors, deuxième dimension que nous permet de traiter l'ancrage, c'est que cette agglomération spatiale et cette localisation des acteurs et des lieux culturels dans un territoire donné et qui s'installe finalement dans une forme d'engagement dans le temps, permet à ces acteurs de bénéficier d'un certain nombre de ressources localisées de différentes natures. Alors, je reprends l'exemple du M50, dont vous avez ici des photos d'artistes travaillant dans leur atelier. Première ressource qui est d'ordre immobilière, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de bénéficier, là ici dans le cas du M50, des anciens ateliers de filature de coton qui permettent aux artistes d'avoir un espace dans lequel travailler. Également des ressources géographiques, puisque ce quartier du M50, comme bien d'autres, est un quartier péricentral qui donc permet aux artistes et aux acteurs culturels d'avoir accès à la centralité urbaine, mais dans le contexte particulier chinois, d'être en même temps en dehors du centre urbain et surtout des espaces plus institutionnels. Donc d'une certaine manière, en tout cas au début des années 2000, les artistes du M50 sont ainsi finalement un peu à l'écart des circuits institutionnels étatiques de la culture chinoise. Autre ressources, les ressources également économiques et sociales, au sens où ces concentrations d'artistes et autres acteurs culturels permettent de développer des réseaux d'entraide entre ces acteurs et donc d'accéder à des formes de ressources sociales et économiques en accédant à des projets culturels, par exemple. Et puis troisième, dernière dimension que je voulais aborder ici au travers de l'ancrage, c'est l'articulation, comme je le disais tout à l'heure, entre l'ancrage ici, dans ce territoire, et les circulations, les mobilités vers l'ailleurs. Toujours sur le cas du M50, qui illustre très bien cette articulation, puisqu'on est sur, donc, comme je viens de le dire, une concentration et un ancrage spatial à l'échelle d'un quartier urbain, d'artistes et de galeristes. Et un certain nombre d'artistes, dont je vous ai mis ici des photos, Souchong et Ding Yi en bas, qui sont aujourd'hui des artistes contemporains chinois reconnus, qui quand ils se sont installés au M50 au début des années 2000, étaient totalement inconnus du marché de l'art, et ont finalement réussi à se faire connaître et à faire circuler l'art contemporain chinois de par leur ancrage au M50, parce que dans ce quartier M50 étaient colocalisées également des galeries d'art comme Shangart, dont je vous ai mis une photo ici, qui ont monté des expositions, fait venir au M50 des collectionneurs et autres acteurs du monde de l'art, ont également représenté ces artistes dans des foires d'art contemporain internationales comme la FIAC à Paris par exemple, et ont donc fait finalement connaître et ont augmenté la notoriété de ces artistes et donc permis finalement de contribuer à la circulation de l'art contemporain chinois à l'échelle internationale. Tout ça en partant d'un ancrage finalement très local et territorial à l'échelle du quartier M50 en ce qui concerne ici la scène artistique de Shanghai. Alors, je vais passer du coup à la deuxième entrée sur l'encastrement, qui va nous permettre en fait d'aborder là les questions plutôt des liens, des relations tissées par les acteurs culturels avec leur territoire, et donc d'aller finalement d'une certaine manière au-delà de leur ancrage territorial. Alors sur la métaphore de l'encastrement, l'encastrement fait référence à cette métaphore de l'imbrication de deux pièces, d'un puzzle, où je vous ai mis ici un petit Tetris. Donc c'est cette idée d'une imbrication finalement entre deux pièces. Cet encastrement fait également référence à la notion d'embeddedness développée par Mark Granofter, qui vient pointer l'imbrication de chaque individu dans des réseaux relationnels à la fois personnels et professionnels. Et si on l'applique au territoire, finalement, ça revient à considérer les liens qui unissent un individu, une organisation, un acteur à son territoire, que ce soit par des partenariats, que ce soit par des relations avec les autres finalement acteurs de ce même territoire. Ce qui, d'une certaine manière, amène à considérer une forme de territorialisation de ces acteurs par les relations qui sont tissées. C'est-à-dire que un acteur est ancré dans un territoire parce qu'il y est localisé de façon choisie et durable, et il y est encastré par les liens et les relations partenariales qu'il va tisser avec les autres acteurs de ce territoire, donc traduisant une forme de territorialisation des acteurs, et donc faisant écho aux projets et aux acteurs territorialisés, c'est-à-dire qui, au-delà de leur présence, leur ancrage territorial, vont également chercher à contribuer à la vie de ce territoire, notamment par les liens qu'ils vont y tisser.
Alors, si on applique ensuite cette notion et cette métaphore de l'encastrement dans les champs des arts et de la culture, ça donc permet de questionner finalement les différents degrés et formes d'insertion des acteurs et des lieux culturels dans le territoire, dans leur territoire d'élection, enfin de localisation. Alors, au travers des différentes enquêtes que j'ai pu mener, j'ai pu faire ressortir finalement 5 grandes formes principales. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais 5 formes principales d'encastrement finalement, et donc de formes d'insertion dans le territoire de la part des lieux et des acteurs culturels. La première, je vais donc les détailler les unes à la suite des autres. La première, c'est l'absence d'encastrement. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image de l'îlot. Finalement, c'est les lieux culturels qui sont finalement relativement fermés à leur territoire, à leur environnement proche, social, urbain. Ça se transcrit à la fois d'un point de vue parfois physique, avec des lieux qui sont relativement fermés, contrairement à ici où on voit voilà, la baie vitrée, etc. On est sur des lieux plutôt qui sont ouverts sur l'extérieur. Au contraire, des lieux culturels qui vont être très fermés physiquement à leur environnement proche, mais également du point de vue social. Alors, ça fait donc référence à des institutions culturelles ou des lieux culturels qui ne tissent pas ou très peu de liens avec leur environnement proche, notamment dans le cadre de projets culturels qui sont davantage tournés sur les questions de rayonnement national et international et très peu finalement sur les questions de relations au public de proximité notamment. Alors c'est effectivement de plus en plus rare, je dirais, notamment au vu du contexte dont on a parlé ce matin, de territorialisation de l'action politique et de l'injonction de plus en plus importante à la participation citoyenne dans les projets culturels. Mais ça existe évidemment toujours. Alors deuxième forme d'insertion et d'encastrement, c'est l'encastrement par partenarial, donc par les partenariats, c'est-à-dire comment un certain nombre d'acteurs vont chercher à tisser du lien avec leur territoire d'implantation en établissant des partenariats avec d'autres acteurs, que ce soit dans le champ culturel ou dans le champ social. Alors pour ce faire, je vais prendre un exemple qui n'est pas loin d'ici avec la Fondation Fiminco et qui peut justement nous permettre de poser cette question de cette forme ou pas d'intégration par les partenariats, puisqu'on est sur un acteur relativement jeune, on va dire, sur ce territoire et qui aujourd'hui est encore qu'on peut encore considérer finalement comme une forme d'îlot relativement isolé de son environnement local et qui cherche finalement à s'intégrer dans son territoire d'élection en tissant des relations partenariales. Alors la Fondation Fiminco, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui se situe à Romainville, à proximité du canal de l'Ourcq. Vous voyez à la fois le bâtiment de l'extérieur et puis une photo de l'espace intérieur, qui est une fondation d'art contemporain qui propose des expositions, etc., qui accueille des artistes en résidence à l'année et qui pour chercher finalement à s'intégrer dans son territoire, va notamment développer des partenariats institutionnels. Alors par exemple, avec le département de la Seine-Saint-Denis, la Fondation Fiminco va faire intervenir des artistes qui sont accueillis en résidence dans un programme d'éducation artistique dans certains collèges du département de la Seine-Saint-Denis. Un exemple parmi d'autres, en tout cas la Fondation va chercher à développer des partenariats pour d'une part assurer sa mission qui est censée être une mission d'ouverture de la culture à tous, tenter de s'intégrer dans son territoire, dans son environnement local, également d'une certaine manière justifier la défiscalisation dont elle bénéficie, puisque c'est une fondation privée, donc elle bénéficie d'une défiscalisation qui est là d'une certaine manière vient être justifiée par ses partenariats avec des partenaires publics notamment. Et puis permet aussi d'accroître la visibilité de la Fondation Fiminco dans son territoire. Et qui finalement sont des enjeux qu'on retrouve de manière un peu générale dans cette forme d'encastrement partenarial. Alors troisième forme, l'encastrement par les réseaux de pairs, en fait, les réseaux dans le monde de l'art, donc qui là met le doigt sur finalement comment un certain nombre d'acteurs culturels, artistes et autres, et je suis carrément à la bourre, vont s'insérer dans leur territoire par des liens avec leurs pairs, donc plutôt des réseaux finalement d'entre-soi. Ce qui est représenté sur cette figure, ce sont les différents artistes, compagnies artistiques, acteurs culturels du quartier des Olivettes à Nantes, et donc chaque point représente une association, un collectif d'artistes. Chaque trait représente une relation de collaboration existant entre deux de ces activités. Donc on voit une assez forte densité finalement des réseaux ici d'entre-soi et qui du coup d'une certaine manière permettent effectivement à ces artistes et à ces acteurs culturels
culturelle, de s'échanger des informations, de se prêter du matériel, de se filer des coups de main, de monter des projets artistiques collectifs, etc. Et donc permettre une forme d'intégration dans le territoire, mais plutôt centrée sur les mondes en tant que tels de l'art et de la culture. Alors sur quatrième forme, je vais passer vite parce que je sais que c'est un sujet qui va être développé dans d'autres communications, et je me suis permis de reprendre un exemple ici avec la scène nationale d'Évry sur l'encastrement par les projets territorialisés, c'est-à-dire comment des acteurs et des lieux culturels vont s'intégrer dans leur territoire en développant des projets et des actions culturelles qui sont en dialogue direct avec cet environnement local, avec cet environnement dans lequel finalement ces acteurs viennent s'insérer. Alors j'avais pris cet exemple avec notamment la scène nationale d'Évry qui avait développé une action de tous programmateurs où voilà, des enfants du territoire local sont invités à participer à la programmation en tant que telle d'une partie de la saison culturelle du lieu, et qui est une illustration très ponctuelle mais qui permet de montrer un petit pan de ce que peuvent être ces projets territorialisés qui du coup permettent là une forme d'insertion dans le territoire qui est relativement poussée et avancée. Et puis, dernière forme d'encastrement, l'encastrement informel, qui là tient en fait aux relations informelles qui vont pouvoir être tissées, des relations de voisinage tissées par des artistes, des acteurs culturels avec les habitants et autres usagers du territoire, de par leur présence au quotidien sur place et bien sûr leur positionnement d'hospitalité et d'ouverture vis-à-vis des autres. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer cette forme d'encastrement. Je vous ai mis ici la photo de la galerie Paradise à Nantes, qui est une galerie d'art contemporain, et c'est donc cet encastrement informel, c'est par exemple cet habitant qui habite juste à côté de la galerie d'art, qui n'a jamais imaginé de sa vie mettre ne serait-ce qu'un bout d'orteil dans une galerie d'art contemporain, et qui va aujourd'hui régulièrement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, dans la galerie Paradise, parce qu'il en connaît personnellement l'artiste gestionnaire en tant que voisin, et que donc ça a d'une certaine manière démystifié le lieu culturel, le lieu étiqueté art contemporain. Ça a démystifié cet art, l'art contemporain, permettant d'une certaine manière d'abaisser ces barrières symboliques à l'entrée des lieux culturels. Alors je passe rapidement du coup sur l'empreinte. Alors troisième entrée que je voulais développer, celle de l'empreinte, pour finalement permettre d'illustrer, de pointer les effets et les traces laissées par ces acteurs et ces lieux culturels qui sont ancrés et encastrés dans leur territoire. Alors l'empreinte, la métaphore fait référence à la trace laissée par exemple les pas d'un marcheur, qui soit humain ou animal, comme vous pouvez le voir ici, par exemple dans les traces laissées dans la neige. Alors Anne en a parlé ce matin, de la notion d'empreinte écologique, également de l'empreinte civique, et je m'inscris donc dans cette lignée, même si vous le voyez ici, moi mon utilisation de l'empreinte est d'une certaine manière plus limitée, au sens où je la positionne comme étant la matérialisation des effets et des traces laissées par des acteurs culturels et des lieux culturels qui sont ancrés dans un territoire, qui y sont encastrés, on l'a vu, avec des formes et des intensités tout à fait différentes en fonction des cas. Et donc quelles sont les traces laissées par ces acteurs à la fois ancrés et encastrés dans leur territoire. Et c'est ce que je voulais montrer au travers de la notion d'empreinte. C'est donc ces effets et ces traces laissées par les arts et la culture, que ce soit au niveau civique, au niveau culturel ou au niveau urbain. Alors j'avais prévu tout un tas de trucs, je vais évidemment synthétiser, raccourcir. J'avais prévu 3 grandes catégories finalement de traces laissées et d'effets des arts et de la culture sur les territoires. Un premier qui est que par leur ancrage et leur encastrement, les acteurs culturels d'une certaine manière participent à inscrire les expressions artistiques dans les territoires de proximité et permettent d'une certaine manière de contribuer à la vie à la fois sociale et culturelle à l'échelle locale. J'avais mis juste un exemple avec la fête de quartier à Beria-Saint-Bruno à Grenoble, où les artistes sont vraiment en lien direct avec les associations d'habitants pour contribuer justement à cette vie sociale et culturelle à l'échelle locale. Il me reste plus de temps. Okay. Alors vous le voyez, j'avais d'autres effets, d'autres traces à aborder, mais bon, je vais chercher à respecter le timing et donc conclure. Hop.
Alors, pour du coup simplement synthétiser un petit peu la proposition théorique que je voulais vous faire au travers de ces 3 métaphores, l'ancrage qui donc traite de la localisation des acteurs et des lieux culturels, et voire de leur agglomération spatiale dans certains quartiers, l'encastrement qui permet de traiter des liens et des partenariats tissés par ces acteurs et ces lieux culturels à l'échelle du territoire avec d'autres partenaires, qu'ils soient culturels, sociaux ou politiques, et enfin l'empreinte qui vient permettre de mettre en évidence les traces et les effets laissés par ces acteurs ancrés et encastrés dans un territoire de différentes natures, même si je n'ai pas eu le temps de pouvoir voilà, tout développer dans le détail sur ce point. Je m'en excuse. Voilà, moi aussi, j'avais juste mis les références citées. Merci. Et je vous remercie de votre attention. Merci Basile, désolée d'être obligée de tout couper, c'est intéressant et riche et je pense que de toute façon tu vas écrire des choses là-dessus et donc on aura tous l'occasion de lire peut-être plus en détail tout ce que le fruit de tes réflexions. En tout cas, merci. Je trouve que c'est intéressant pour évidemment ce colloque d'avoir cette présentation à la fois théorique et en même temps très pratique de ces notions qui évidemment pour nous sont intéressantes dans le cadre de cette réflexion sur l'empreinte civique. Donc je vais tout de suite donner la parole à mon voisin de droite sur l'empreinte d'un lieu culturel et voilà, qui va poursuivre la réflexion sur ce processus. Voilà. Ok, merci. Bon, je ne sais pas trop ce que je vais raconter. Donc, je vais déjà dire d'où je parle, des précisions méthodologiques. Ça fait 25-30 ans que je travaille sur les pratiques culturelles et des endroits où ça se passe, c'est-à-dire les lieux culturels. Je vais commencer peut-être par la conclusion, c'est-à-dire qu'il y a 2 idées en fait que je voudrais développer. La première idée, c'est que, contrairement à ce qui a été dit ce matin, il n'existe pas de public éloigné de la culture. Il n'existe pas de non-public, en fait. Donc depuis une trentaine d'années que je me trimballe dans les populations à tous les niveaux, dans tous les milieux, je ne connais pas de milieu social qui n'ait leur propre pratique culturelle. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais... Après, la discussion peut et c'est ce que je vais faire, diriger vers une définition de la culture. Donc ma deuxième idée, c'est donc de définir ce que c'est la culture. Et pour la majeure partie des populations, la culture, ce n'est pas l'accès à des objets culturels, qu'on les appelle pièces de théâtre, qu'on les appelle œuvres d'art, qu'on les appelle peinture. La pratique culturelle, c'est avant tout l'accès à un moment qu'on appelle l'expérience esthétique culturelle. Et c'est totalement différent. Et une fois qu'on a posé ça, on peut voir le monde culturel de manière complètement différente, notamment en termes d'accès et d'accessibilité. Alors pour ce qui est de la notion de lieu culturel, je voudrais développer 4 dimensions qui permettent de construire, de mon point de vue, le statut d'un lieu dans la ville, le statut d'un lieu dans l'espace, et qui sont 4 dimensions, donc un peu fondées d'abord sur le projet culturel. La première dimension, c'est le projet culturel, d'où découle un certain nombre de conséquences qui sont l'architecture d'un lieu, son rapport au territoire, c'est-à-dire à l'environnement urbain, en l'occurrence ici, mais ça peut être un environnement rural aussi. Et puis finalement, une autre dimension, la 4e dimension, qui est peut-être un petit peu plus complexe à penser, c'est la capacité d'un lieu culturel à entrer dans les représentations sociales et surtout dans ce qui fait l'urbanité, c'est-à-dire les occurrences et l'événementiel. Mais ça, je vais y revenir. Alors, j'ai ponctué cette présentation de photos. Pour essayer de définir déjà cette première dimension qui est le projet culturel. Qu'est-ce que c'est qu'un projet culturel, le projet culturel d'un lieu ? Alors pour moi, j'y vois 4 dimensions, à nouveau, 4 et 4, qui renvoient premièrement, et je suis un peu toujours désolé d'intervenir dans ce genre de situation, puisque finalement, on ne fait que parler de lieux culturels publics, on ne fait que parler de politique culturelle publique, et finalement, la culture, ce n'est qu'une partie de la culture. Il existe, et je l'ai dit tout à l'heure, des dizaines de formes, des centaines, une infinité de formes culturelles qui ne relèvent pas du secteur public, qui relèvent du secteur associatif, qui relèvent du secteur privé, etc. Donc, dans le rapport que construisent les riverains à un lieu culturel, l'identification déjà des porteurs de projets, pour moi, est au cœur de la définition du projet culturel. Ici, ce projet, la MC 93, est identifié comme un projet culturel public, porté par des acteurs publics, financé par de l'argent public, mais il peut en être tout autrement.
Je vais y revenir. La deuxième dimension, c'est la programmation, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui est véhiculé, qu'est-ce qui est diffusé en termes là, artistiques et esthétiques. Et je ferai une distinction, peut-être plus tard si j'ai le temps, entre culture et art. Enfin, en troisième point plutôt, dans un lieu comme ça, on a un certain nombre de ce que j'ai appelé des prises para-artistiques, hein, tout ce qui, dans le lieu, est susceptible de développer des pratiques qui ne sont pas liées exclusivement, explicitement au moment culturel et au lieu de la monstration. Enfin, finalement, le dernier point finalement, que j'ai déjà évoqué, c'est la définition même de la culture. Alors là, on voit sur laquelle je vais revenir. Là j'ai mis quelques diapos où on voit un exemple d'activité para-artistique. Hein. C'est la Friche Belle de Mai à Marseille, que vous connaissez probablement. Finalement, c'est un lieu culturel dans lequel on vient faire une activité du skateboard, des activités un peu différentes. Là, on avait les Grands Voisins, où on a des grandes tablées, voilà, avec un propos d'une programmation artistique, mais des éléments para-artistiques ou paraculturels, comme on veut les appeler. Alors, quelle culture pour quel lieu culturel? Je vais quand même m'arrêter un petit peu sur cette notion, à partir d'une conception de la culture que j'ai déjà prédéfinie, en disant que pour la majorité des populations, la culture est avant tout l'accès à l'expérience esthétique culturelle. L'accès à l'expérience esthétique culturelle, elle se fait avec une programmation dans des lieux qui n'est pas nécessairement artistique. Et là, c'est là qu'on a quand même une difficulté à penser la chose, c'est-à-dire que pour les professionnels de la culture, l'accès à cette expérience esthétique se fait par rapport à des objets d'art, définis comme tels, parce que finalement, ils font écho à l'histoire de l'art, ils font écho à une qualification esthétique qui est spécifique. Mais pour les populations, c'est pas du tout ça. Pour les populations, la pratique culturelle, c'est par exemple aller danser dans une discothèque. La pratique culturelle, c'est par exemple aller chanter en chorale dans un lieu comme ici ou ailleurs. Et je suis toujours étonné quand on est dans un lieu théâtral qu'on ne parle pas de la pratique dominante en termes de nombre de pratiquants du théâtre. Je ne l'entends jamais évoquer. La pratique dominante aujourd'hui dans le domaine du théâtre, et il y a des dizaines de milliers de pratiquants, ça s'appelle le cosplay. Ça s'appelle le reenactment. Donc ce sont des pratiques théâtrales qui sont mobilisées par les populations dans des tas d'endroits. Voilà. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que notre cécité en matière culturelle renvoie à cette définition, comment dire, une définition un petit peu réductrice de la culture qui renvoie à des objets d'art, à des objets légitimés. Voilà. Cette définition de la culture, finalement, c'est la définition des classes supérieures dominantes. Cette définition de la culture, elle n'est pas en mesure de reconnaître la diversité des pratiques culturelles indexées sur des milieux sociaux, renvoyant à des milieux sociaux, ce qui fait qu'on n'est pas non plus capable de reconnaître ou d'imaginer des lieux culturels qui soient différents dans leur proposition. Alors, un exemple de projet culturel qui est complètement différent par rapport à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les milieux alternatifs. Donc par rapport aux 4 dimensions que j'évoquais tout à l'heure, on est sur des porteurs de projets qui sont associatifs. On est sur des porteurs de projets dont le projet culturel n'est pas nécessairement de diffuser des objets d'art, des objets identifiés comme artistiques, mais qui est susceptible de produire tout un tas de pratiques et de moments esthétiques sur un autre mode. De la même manière, par rapport à ce que véhicule ce type de lieu, on est dans la deuxième dimension que j'évoquais tout à l'heure, dans la construction du rapport à l'environnement, c'est la façade, l'architecture des lieux, et finalement la scénographie qu'impose un lieu. Même si on a ici, ça a été évoqué tout à l'heure, des vitres et des vitrages transparents, le lieu est passablement opaque pour le reste de la population. Cette architecture, ce n'est pas seulement une question de matériaux. Cette architecture, elle est toujours associée à une symbolique qui est liée au groupe de personnes qui occupent le lieu. Donc là, quand on approche cette notion de façade ou de lieu en lien avec le projet culturel, des identifications se font dans les populations sur des notions d'attractivité ou de repoussoir. Le lieu dans lequel on se trouve est attractif pour une certaine partie de la population et c'est un repoussoir pour une grande autre partie de la population. Le lieu que je montre là, des gens n'y iront jamais
du fait de son esthétique, que j'ai appelé le chaos et la friche, où d'autres seront attirés par cette esthétique. Et ces esthétiques renvoient à des milieux sociaux et des sens construits et indexés sur des milieux sociaux. Autre exemple de façade et d'architecture, l'Opéra de Lyon, voilà, donc, qui mobilise, lui, un autre registre, qui parle à certaines populations, qui les attire, mais qui en repousse d'autres. De la même manière, je travaillais aussi sur le Macval à Vitry, on a là aussi une architecture finalement assez proche d'ici, qui fonctionne. Alors là, j'ai fait des entretiens avec les populations locales, qui décrivent explicitement le lieu comme un lieu pour les bourgeois. Comme un lieu auquel nous, on n'irons jamais. Alors, on peut toujours dire que c'est un lieu pour tout le monde. Les politiques culturelles, depuis qu'on connaît, se gargarisent de ce genre de discours, les professionnels aussi, mais ce ne sont pas des lieux pour tout le monde. Je voudrais aussi déconstruire une espèce de fantasme politique ou de fantasme des professionnels de la culture qui dit que les lieux culturels doivent être des lieux publics, des lieux ouverts. À partir du moment où on est dans une définition de la culture indexée sur des milieux sociaux, une définition où la culture, en termes d'expressivité, passe des messages, passe du symbolique, ils produisent autant de l'adhésion, du lien social, que du conflit social. La culture ne produit pas du lien social en elle-même. La culture produit du lien et du conflit, mais on peut considérer le conflit comme une forme de lien, évidemment. Alors sur la troisième dimension, c'est au-delà de la façade, au-delà de l'architecture du lieu, au-delà de la mise en scène, c'est le dialogue avec la ville, le dialogue avec l'environnement urbain. Finalement, quelque chose qui fait assez dispositif urbain, hein, et comment un lieu culturel peut participer de la qualification d'un quartier, de la qualification d'un quartier et d'une relation au quartier. D'ailleurs, je reviens en arrière parce que je suis passé un petit peu vite sur l'idée qu'aujourd'hui, les projets culturels, de ce point de vue-là, produiraient nécessairement de la gentrification. Par rapport au modèle que je propose, finalement, cette gentrification, elle renvoie vraiment au projet culturel. Les formes culturelles diffusées dans des lieux comme ici et les formes culturelles diffusées dans des lieux comme celui que je montre à l'écran sont totalement différentes en termes de politique. Cette forme culturelle ne produit pas de la gentrification. J'ai travaillé à Genève sur l'usine, un lieu de la culture alternative, même s'il est conventionné avec la ville, et qui produit un projet culturel largement fondé sur les musiques amplifiées, elle-même largement fondée, et le moment esthétique, sur la consommation de drogue, qui génère autour du lieu la présence de dealers tous les soirs depuis 30 ans, qui participe d'une non-gentrification du quartier, qui participe du fait que les loyers n'augmentent pas, qui participe du fait que le quartier des banques, qui est tout proche de l'usine, n'a pas avancé suite à notamment ce que j'ai pu décrire, des procès que la ville a eu avec le lieu et les promoteurs immobiliers. Donc on est sur une idée quand même qu'en fonction du projet culturel, la qualification du lieu et son rapport à l'environnement, le quartier, vont aussi être très très différents. Voilà. Donc, dernier point, qui rejoint d'ailleurs ce qui a été dit précédemment, hein, sur la capacité d'un lieu culturel à tisser, à s'inscrire territorial par ses acteurs. Hein. Donc là, comment, et c'est une manière d'évaluation très importante qui est rarement prise en compte, mais ça a été évoqué ce matin, comment le lieu culturel s'inscrit dans des réseaux locaux, mobilise des acteurs très très différents, des partenaires, des associations, mais à nouveau, comment ce tissage, il renvoie au projet culturel lui-même. Les partenariats tissés à la MC 93 et les partenariats tissés comme des lieux que je montre sur cet écran sont totalement différents en fonction de la conception de la culture, à nouveau, en fonction du projet culturel, des formes esthétiques diffusées, de la musique, du théâtre, etc. Voilà. Je n'insiste pas sur le dernier point, quand même. Donc, le lieu culturel, donc je renvoie une anecdote qu'on m'avait ressortie au Macval, et qui permet de nuancer ce que j'ai dit, hein, où les habitants de la cité riveraine me disaient, donc c'est pas pour nous, c'est pour les bourgeois, mais on aime bien le Macval. On aime bien parce que, pour une fois, on parle de nous en banlieue différemment. Donc là, il y avait une sorte d'inscription, on parle de nous en banlieue de manière positive.
Donc il y avait une sorte d'identification au lieu culturel qui n'était pas considéré comme un lieu pour ses habitants qui leur était destiné, mais qui cependant reconnaissait dans la construction de l'identité locale de la ville de Vitry un rôle à ce lieu culturel par sa capacité à produire un événement, un discours qui soit différent de ce qui était véhiculé habituellement. Dernier point, je voulais juste faire à nouveau pour illustrer tout ça, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de projet culturel? Et c'est ce que je ressens aujourd'hui beaucoup dans ces projets qu'on appelle les tiers-lieux. Alors certains, à nouveau, il faut voir, à nouveau, quel projet? S'il est porté par une association, un ensemble d'associations locales, ça peut avoir du sens. Mais je vois beaucoup de villes, je pense à Marange, en Poitou-Charentes, à Saint-Mexan, des villes comme ça, qui ont des projets de tiers-lieux, parce qu'il faut avoir un tiers-lieu, comme avant il fallait avoir une friche ou un lieu intermédiaire, mais qui n'ont pas de projet, qui ne travaillent pas finalement avec beaucoup d'associations, qui disent aux associations, mais saisissez-vous du lieu. Donc ça, pour moi, là, on retombe sur des travers d'invocation des politiques publiques d'invocation, et que je rejoins avec le culte du cargo, où il suffit d'avoir finalement la coquille, il suffirait de refaire les gestes. Je ne sais pas si vous connaissez le culte du cargo, où les aborigènes refaisaient les gestes des colonisateurs qui leur apportaient de la nourriture et en abondance. Donc il suffirait de refaire les gestes pour que finalement le miracle culturel se produise. Donc avec ces tiers-lieux aujourd'hui sans projet, que j'ai pu visiter, on a à nouveau là l'illustration de l'importance du projet dans la construction des différents niveaux que j'ai pu évoquer, entre la diffusion esthétique, le lieu dans son architecture, le rapport au quartier et tout ce qui en découle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette analyse de différents types de lieux. Avant de passer la parole à Didier Lecor, et je pense que votre intervention suscitera un certain nombre de questions, de débats, je voulais juste rappeler à tout le monde l'idée de rappeler un petit peu l'enjeu du colloque par rapport à justement cette diversité de lieux. Là, c'est vrai qu'on a organisé ce colloque suite à une recherche qui avait été initiée par 2 scènes nationales. Et c'est vrai qu'on est parti de là, donc des scènes nationales et des lieux culturels financés par la puissance publique. Alors l'enjeu du colloque, c'est bien justement d'ouvrir à d'autres lieux culturels, à d'autres espaces et d'autres formes, à des musées, puisque Camille Mortelette va parler du musée du Louvre-Lens. Il y aura aussi une intervention sur les festivals. Donc l'idée n'est pas de centrer l'ensemble du colloque sur les scènes nationales, mais juste de rappeler que c'est pas parce qu'on parle des scènes nationales qu'il n'y a pas d'autres lieux culturels et d'autres formes de culture. Mais c'est vrai que je rappelle juste ça pour dire qu'on n'est pas complètement obnubilé par les scènes nationales, et que certes il se passe plein de choses ailleurs, mais c'était un petit peu le propre du colloque de poursuivre la réflexion de la recherche. Je te passe, tu as un micro, Didier, je te laisse la parole. Et puis je pense qu'on ouvrira les questions, comme on a fait ce matin, une fois que tout le monde aura présenté. Bien, bonjour. Pour ma part, donc, je suis directeur de la scène nationale de La Garance à Cavaillon pour 2 jours encore, puisque je pars en retraite vendredi soir. Donc j'arrive assez détendu en fait. Donc d'abord merci de l'invitation. Il se trouve Elisabeth m'avait croisé dans une rencontre européenne avec des partenaires potentiels d'un festival qui s'appelle C'est pas de luxe, dont je vais vous parler tout à l'heure. Elle m'a fait l'amitié de m'inviter à venir. Moi, j'ai choisi, j'ai pas participé à la recherche, même si j'ai eu l'occasion dans mon parcours, parce que j'aime pas le mot carrière, mais dans mon parcours en tout cas, de mener 2 recherches-actions, une d'évaluation à un théâtre que j'ai dirigé pendant 14 ans, mais ça c'était il y a déjà au moins 15 ans, et puis une là dernièrement sur l'éducation artistique en Vaucluse. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vais tenter donc là, à travers une présentation de l'action, ce que j'appellerais visible et invisible de la Garance, que j'ai le plaisir donc et l'honneur de diriger depuis 8 ans maintenant, d'évoquer la manière dont cette institution culturelle et son équipe développe un projet qui, tout en répondant au cahier des charges d'une scène nationale,
entendent, à leur manière, assumer leurs responsabilités civiques, puisque c'est le thème du colloque, dans l'aménagement culturel du territoire, le développement de la vie culturelle de celui-ci, et progresser dans l'objectif de démocratie culturelle qui est le nôtre. Alors, n'ayant que 20 minutes, j'ai choisi, d'ailleurs, je n'ai pas déclenché mon chronomètre, donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Oui, j'aime bien le voir, comme ça. N'ayant que 20 minutes, j'ai choisi de présenter rapidement le territoire et la Garance, puisque quand on parle d'impact territorial, c'est important de parler du territoire. Et Cavaillon, Bruno disait que fait l'Occitanie ici, ben moi je vais dire que fait Cavaillon ici. Cavaillon, c'est vraiment une ville complètement différente. C'est là que ça se passe. Donc, et ensuite, je vais témoigner avec quelques images et j'ai pris le temps de demander à monter quelques vidéos parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus parlant peut-être qu'un long discours. Vous allez en avoir beaucoup jusqu'à présent. Parce qu'en plus, effectivement, il est facile, on a entendu parler ce matin en termes d'évaluation, de pouvoir donner des chiffres. Donc j'en donnerai quelques-uns quand même pour décrire au moins le cahier des charges des scènes nationales. Et puis ensuite, j'ai souhaité vraiment témoigner plutôt par des vidéos pour témoigner de ce travail qui est basé énormément sur le sensible. Et comment témoigner du sensible, comment décrire et évaluer l'invisible et ses effets, autrement que dans des rapports d'activité que l'on produit à Tire-Larigot chaque année et que l'on débat avec nos conseils d'administration. Donc Cavaillon, sud Vaucluse, vous voyez, c'est très beau, vu de haut. C'est un territoire, donc la ville elle-même est composée, compte 25 000 habitants. Alors je me suis amusé parce qu'on dit de Cavaillon que c'est la capitale du melon. Donc j'ai situé par rapport aux autres capitales. Donc 709 km de Paris, 74 km de Marseille, qui est notre capitale régionale, et 26 km d'Avignon, qui est donc la capitale du Vaucluse. La région sud qui compte 6 départements, donc avec une forte concentration sur les départements 83, 06 et 13, et un milieu rural et montagnard plus sur le nord du Vaucluse. Le nord, pardon, de la région. Le département du Vaucluse, proprement dit, c'est un département qui compte 560 000 habitants, c'est-à-dire 10% à peu près de la population de la région PACA, pardon, Sud PACA, puisque le président de région ne veut pas qu'on utilise cet acronyme. Donc il a décidé de sa propre initiative qu'on appellerait la région Sud. Je pense que l'Occitanie n'est pas d'accord, mais bon. Et composé de 3 circonscriptions, Avignon, Apt et Carpentras, ce qui fait de la scène nationale une particularité puisque c'est l'une des rares, je crois, à ne pas être implantée dans une préfecture ou une sous-préfecture. Donc petite ville de 25 000 habitants qui compte un taux de pauvreté de l'ordre de... pardon, je reviens sur le département du Vaucluse parce qu'effectivement, quand on vient à Avignon, on voit tout de suite, notamment sur le festival, c'est un très beau moment... mais on ne voit pas qu'en fait, une fois que le festival est parti, le département de Vaucluse est le 7e département le plus pauvre de France. Alors c'est sûr qu'on est en Seine-Saint-Denis, qui lui est malheureusement 3e, je crois, mais ça signifie aussi que c'est une population relativement pauvre, avec un taux de pauvreté de 11,5%, ce qui est quand même très très fort. Concernant la ville de Cavaillon, donc on a à ce jour 26 000 habitants, qui est la ville la plus importante donc, du sud du Vaucluse. Et on est inscrit dans une communauté d'agglomération qui compte aujourd'hui 56 000 habitants, qui s'appelle Luberon-Mont-de-Vaucluse. Au niveau scolarité, formation, il faut savoir que seulement 35% de la population est diplômée au-dessus du BEPC ou du CAP. Donc on a un niveau de formation assez faible. Et ce qui explique aussi qu'au niveau de l'emploi, les choses sont difficiles. On a des emplois très agricoles aussi, avec un taux de chômage qui est supérieur de 2,2 points par rapport au taux de chômage national. Et au niveau politique, je pense que c'est important, parce que tout ce travail d'évaluation, je pense, j'ai été tenté de poser quelques questions sur la participation des politiques par rapport au travail que vous avez entrepris ici. Ça explique aussi qu'au niveau politique, ce département est extrêmement sensible au vote d'extrême droite, puisque pour Cavaillon, par exemple, aux dernières élections, le vote d'extrême droite a fait 45% au municipal. Donc pour illustrer un petit peu les conséquences de ce type de relations politiques, par exemple, Bruno Micol disait ce matin qu'en gros, un directeur national a 6 mois pour proposer son contrat d'objectifs et de moyens. Moi, j'ai mis 16 mois, 16 versions.
et 4 conseils d'administration pour réussir à le valider. Il faut dire que j'avais fait le pari un peu fou de vouloir faire en sorte que ce contrat soit validé, un seul contrat soit validé par les 4 tutelles. Donc c'était quand même un sacré pari. Deuxième exemple de la difficulté à développer un projet culturel sur une ville comme celle-ci. Vous parliez de tiers-lieux. On avait bâti un projet de tiers-lieu où tout était financé, tout était bouclé, dans lequel on a installé une salle de répétition pour la Garance qui n'en a pas. On a installé un restaurant solidaire. On a installé des lieux d'hébergement d'urgence pour les gens en grande précarité. Et donc, le maire, découvrant ce projet-là, alors qu'on lui en avait communiqué, a décidé de préempter le bâtiment 2 jours avant l'échéance, en nous disant « Je ne veux pas de pauvres dans ma ville ». Voilà, donc ça situe à peu près le niveau de notre intervention. Concernant la Garance proprement dit, donc vous l'avez sous les yeux, ça n'est pas un bâtiment architectural impressionnant. En fait, au départ, c'était une salle polyvalente qui a été transformée en théâtre grâce à la première directrice qui était Yolande Padilla, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et donc qui avait été la première directrice du centre culturel de Cavaillon à l'époque, qui avait porté la programmation, notamment pas mal d'expos et de premiers spectacles vivants, à un bon niveau. Et quand la DRAC, quand le programme des scènes nationales s'est mis en place, donc les DRAC sont descendus dans leur mission, essayer de proposer aux préfectures donc des scènes nationales, d'accueillir une scène nationale dans leur ville. Et la ville d'Avignon n'en a pas voulu parce qu'ils avaient déjà l'opéra, le festival d'Avignon, ils ont des remparts que vous connaissez. Et donc, ils ne se voyaient pas s'engager financièrement sur un projet comme ça. Et le seul lieu culturel qui existait ailleurs dans le Vaucluse, c'était à Cavaillon. Donc, Yolande Padilla a levé la main et donc le label de scène nationale est donc arrivé sur cette petite structure. La Garance en quelques mots. Donc là, on voit l'accueil. La Garance en quelques mots, c'est un budget relativement modeste. C'est 1 800 000 € maximum. On est 14 permanents. Dont une jeune femme que l'on vient d'accueillir en contrat en alternance. Donc là, vous voyez, c'est une salle qui fait 500 places avec la possibilité d'un gradin amovible qui nous permet d'accueillir jusqu'à 1200 personnes, ce qui nous arrive parfois. Et là, je vous fais simplement, pour rigoler, je vous fais simplement la copie d'un document d'évaluation qu'il m'a fallu produire, bien entendu, comme chaque année, où on voit les taux de fréquentation, puisque c'est un des critères qui apparaît souvent, qui ont quand même pas mal évolué sur ces dernières années, avec un coup de frein depuis le Covid, et on tournait régulièrement au-dessus de 80% de fréquentation sur un lieu où chaque projet est un challenge. Et concernant, si on parle d'impact sur un territoire, j'ai sorti aussi la dernière étude qu'on avait faite sur l'origine des spectateurs, où on voit que 44% du public là, on l'a fait sur 85% des billets vendus dans l'année qui étaient identifiables en termes géographiques, où 44% du public était originaire vraiment du territoire Cavaillon, Luberon, Mont-de-Vaucluse. On avait donc 19% qui venaient, je ne le vois plus d'ici, du reste du Vaucluse. On a 10% des Bouches-du-Rhône, puisqu'il n'y a que la Durance qui nous sépare des Bouches-du-Rhône, et 15% qui vient d'Avignon. Voilà. Donc c'est un territoire qui est quand même, qui accueille pas mal de monde d'ailleurs. Les saisons de la Garance, très simplement, c'est 35 à 40 propositions de spectacles par an, soit entre 115 et 120 représentations, dont 60% en tout public, 40% en jeune public, famille, 25% en nomades, dont je parlerai un peu tout à l'heure, pluridisciplinaire en salle et hors les murs, et on accueille en moyenne entre 25 et 30% de création de compagnies donc, qui viennent créer leur spectacle chez nous, qui le créent ailleurs et qui viennent les tourner ensuite chez nous. Et on a chaque année, en alternance, un temps fort thématique et le festival C'est pas de luxe, donc je vous parlerai tout à l'heure. Les nomades, c'est une programmation décentralisée. Donc la Garance est partenaire, voilà, je vous ai mis la carte. En termes territorial, on est partenaire de 17 communes sur la moitié sud du département. On a refait tout un travail participatif avec l'ensemble de nos partenaires. Pendant une année, dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective, on a essayé de vraiment redéfinir le projet, qui au départ était plutôt, quand je suis arrivé, un projet qui avait petit à petit tourné sur un côté prestataire, et qu'on a réussi à en transformer depuis un an et demi, grâce au travail de nos médiateurs et de notre équipe,
dans le cadre de ces ateliers participatifs, où là maintenant, chaque commune, toutes les communes ont beaucoup travaillé ensemble. Ils ont décidé vraiment de développer un projet culturel en accueillant des spectacles, en essayant d'organiser maintenant des voyages vers la Garance, en accueillant aussi des compagnies en résidence dans leur salle polyvalente de village, etc. Donc la majeure partie quand même du travail sur les nomades repose sur la diffusion de spectacles, qui représente quand même quasiment un tiers de notre programmation. Et là aussi, en taux de fréquentation, on avait 87%. Là, vous êtes toujours dans le rapport d'activité. Vous avez pu voir, on a défini aussi les notions de territoire, on en parlait tout à l'heure. Là, on est plutôt sur des micro-territoires de coopération, en fait, où on a des communes qui ne se parlaient pas, qui étaient plutôt inscrites dans une concurrence. On a réussi, dans le cadre de ces ateliers d'intelligence collective, à les mettre autour d'une table et à envisager de faire plutôt une programmation commune et de travailler à la circulation des publics entre leurs communes. Opération pied d'immeuble, donc la ville de Cavaillon, un tiers de la population vit dans des quartiers en réseau d'éducation prioritaire. Et donc, avec nos partenaires, centres sociaux, etc., on intervient pendant l'été dans des opérations pied d'immeuble où on passe la journée au pied des immeubles avec nos partenaires sociaux. Donc, et pour notre part, les compétences qu'on apporte, ce sont effectivement des spectacles, des ateliers, des artistes qui viennent travailler avec les enfants majoritairement. La saison jeune public, puisque comme le disait Graham Greene, il y a toujours de notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse passer l'avenir, et laisse entrer l'avenir. Donc c'est ce travail que l'on fait depuis de très très nombreuses années où nous accueillons des spectacles que l'on programme. Je dirais que pour ceux qui dirigent des théâtres aujourd'hui ou qui les fréquentent, pour l'instant vous n'avez rien appris. Voilà. Je pense que beaucoup de directeurs auraient pu être à ma place, donc merci quand même pour l'invitation, mais beaucoup de directeurs et directrices auraient pu être à ma place pour vous raconter tout ça. Mais rassurez-vous, on va arriver à d'autres choses parce que le temps passe, je crois. Voilà. Donc je vais réserver surtout la fin de mon intervention sur 2-3 choses. Témoigner par du sensible, donc des projets tels qu'on les a engagés. Une première vidéo, qui est un projet qui s'appelle... Ça tourne ? Non. Ça n'a pas de marché. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Ça marchait tout à l'heure. Oui, on l'a testé. Ah oui, j'ai enlevé la clé, mais vous l'avez enregistré là-dessus. Alors ça va prendre du temps là. Donc on attend de remettre la clé, donc 2-3 projets, mais là du coup on n'aura peut-être pas le temps de passer toutes les vidéos. Je vais garder au moins 2 vidéos. La première qui est un travail que l'on mène en ce moment autour d'un projet qui s'appelle Le Champ des Possibles, qui a été initié d'ailleurs par l'équipe par rapport aux différents repérages qui avaient été faits, différents besoins qui avaient été exprimés sur le territoire, où l'une de nos médiatrices a proposé, on est parti sur ce projet-là qui n'était pas forcément prévu initialement. Pas comme nous. Moi, quand j'étais petite, mes parents ne me laissent pas faire des trucs comme ça. C'était un peu sortir, faire des sorties, non? C'était interdit. Et je préférais mes filles faire tout, théâtre, chant, danse. Mon père, qui était né en 1898, qui est de la génération de Marie Moreau, il disait que quand il parlait en provençal, on les punissait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vécu la dictature. Donc il faut savoir que la dictature, tu ne pouvais pas dire même pas que tu étais mapuche ou que non. Non, non, tout ça c'est tradition orale, tout ce que je vous dis, oui, il n'y a pas... Quand j'y suis allé en 2002, j'ai eu mon visa étudiant, il m'était interdit de participer à des manifestations pro-mapuche par exemple. Ton papa, il était dans l'aviation, que tu as baladé un peu partout dans le monde. Moi, je disais, c'est vrai que moi, mon papa était militaire et c'est vrai que je disais, j'avais pas forcément beaucoup de liens avec lui. Et puis je disais, j'avais pas l'impression d'avoir de racines en fait. Bon, du côté de mon père, je connais pas vraiment la famille, c'est un peu particulier.
Mais c'est lié à Majorque, ouais, c'est vrai qu'on y va beaucoup. Tu sais qu'il est Mallorquin. Oui, les Mallorquins, donc moi j'ai beaucoup de... Il a beaucoup d'attaches à Majorque. D'attaches là-bas, mais pas directement avec lui et sa famille. Non. Mais il adore le folklore mallorquin. Ouais, mais j'aime beaucoup le folklore mallorquin. La danse. Ouais. Et oui, le lien que j'ai pas avec le folklore d'ici, par exemple. Oui, c'est vrai, ça paraît. Oui, quand je me veux. Ça me plaît, alors qu'à la base, c'est pas forcément le truc vers lequel je serais allée spontanément. Et en fait, c'est au travers de tes enfants que tu as découvert la tradition. Tout à fait, ouais. C'est vraiment mes enfants qui m'y ont amené. Abro la petaquita y la hallo vacía. Pero algún día, abro la petaquita y la hallo vacía. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet? Oh, bah surtout que les enfants ils sachent un peu de leur culture, de leurs racines, parce que moi je peux pas les. Ouais, parce que m'a appelé aussi pour proposer ça. Moi j'étais pour tout de suite, justement pour ça, parce que moi je provençal, je connais pas beaucoup. Et vous les filles, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure? Moi c'est parce que je m'ennuyais et après je suis venue et après j'étais heureuse. Voilà, donc quelques mots pour parler de ce projet. C'est le champ des possibles, c'est-à-dire que à force de rencontrer plein de partenaires, plein d'habitants des quartiers, on est parti sur un travail de collectage des chansons d'enfance de ces familles. Et donc, on a 2 artistes qui, en ce moment, simplement vont chez l'habitant rencontrer les familles avec cette exigence d'avoir effectivement parents, enfants, grands-parents réunis et de pouvoir se raconter, en fait, leur culture d'origine. Donc là, il y a un film documentaire qui est en train d'être tourné, mais l'idée, ça va être avec les 2 musiciens de pouvoir écrire ou transmettre ces chants traditionnels ou ces chansons d'enfance, et de pouvoir, dans une deuxième étape que l'on va enclencher l'année prochaine, de pouvoir, avec ces mêmes enfants, créer une chorale de façon à pouvoir les interpréter dans les quartiers et sur scène à la Garance. Et je sais qu'Elisabeth m'a surtout invité pour parler d'un autre projet qui, pour le coup, est beaucoup plus marquant, parce que j'aurais pu vous en raconter au moins une dizaine en cours actuellement, comme Enfants Cavaillon à l'honneur, l'accessibilité, où on a créé un groupe de 20 bénévoles que l'on a formés pour venir chuchoter lors des spectacles ce qui se passe sur scène auprès des personnes malvoyantes et aveugles. Le groupe Extra Danse, où on a choisi effectivement plutôt que de leur expliquer la danse à leur demande, de gratuitement leur permettre de travailler avec tous les chorégraphes que l'on a invités et qui aujourd'hui sont devenus des experts dans l'analyse des œuvres chorégraphiques. Ce groupe jeune que l'on a constitué il y a 4 ans et à qui on a proposé dans la programmation de choisir effectivement des spectacles programmés qui ont pu rencontrer et travailler depuis 4 ans, sachant qu'il y en a qui arrivent et il y en a qui partent, ils sont à peu près une 25 aujourd'hui, et qui ont exprimé le désir de monter sur scène. Et donc une artiste, Marie Levavasseur, qui avait un projet particulier, et Demain le ciel, autour de la question des utopies et des croyances, leur a proposé de monter une production professionnelle, donc que l'on a financé compagnie et nous-mêmes. Et donc ils seront, après quasiment 30 jours de résidence, ils seront dans une création professionnelle avec uniquement donc, ces ados-là sur scène. Et puis, donc ça je vais l'éviter. Et donc ce que Elisabeth voulait, que je parle rapidement. Ouais. Donc le projet C'est pas du luxe, c'est un projet qui est né de la rencontre, avant que je n'arrive, de la Garance avec une association qui s'appelle Le Village, qui est en périphérie de Cavaillon et qui est un lieu d'accueil d'urgence dans le jargon de la Fondation Abbé Pierre qu'on appelle une pension de famille, où il y a une 30aine de personnes en grande précarité qui sont hébergées.
Donc où il y a la possibilité de se loger, ils ont développé des chantiers d'insertion, etc. autour de ce lieu. Et ils se sont développés depuis pas mal d'années et ils ont fait le pari à l'époque de travailler, enfin le pari, en tout cas ils ont eu envie vraiment de faire en sorte que par la pratique artistique, ces personnes puissent avoir envie déjà puissent avoir l'occasion de retrouver une légitimité et avoir envie de dépasser leurs problématiques personnelles. Et donc, on a commencé à mettre en place un certain nombre de rencontres avec des artistes qui sont venus au village, simplement les rencontrer, manger avec eux, discuter, etc. On parlait de transformation tout à l'heure. Vous savez, je suis en dépassement. Et donc, ça, c'était il y a une douzaine d'années. Et donc, ce projet qui est né il y a une douzaine d'années a grandi, que petit à petit, notamment, cette pension de famille dépend d'un réseau qui est celui de la Fondation Abbé Pierre. Et petit à petit, ce projet a grandi. Moi, je suis arrivé donc 2 ans après. Et depuis, ce projet est devenu un projet d'envergure nationale, puisque au départ entièrement financé par la Fondation Abbé Pierre, il y a plusieurs dizaines d'ateliers partout en France, enfin de lieux, pardon, pas des ateliers automatiquement, partout en France, qui ont entrepris des collaborations avec des équipes artistiques ou avec des théâtres, sachant que jusqu'à présent, tout était financé par la Fondation Abbé Pierre. Et donc, l'objectif n'étant pas de créer des spectacles, mais vraiment de développer des pratiques artistiques au long cours, de façon à permettre vraiment à ces personnes de retrouver, je dirais, goût au beau et goût à la vie, en tout cas, leur permettre de se retrouver un petit peu et de retrouver leur place, une légitimité dans leur vie personnelle. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, certains ont voulu défendre les projets devant un public, se sont sentis prêts à affronter le regard des publics. Et donc, ce qui a amené la création de ce festival qui s'appelle C'est pas du luxe, qui est une biennale, donc je parle bien d'un dispositif au long cours avec un rendez-vous tous les 2 ans, donc qui s'appelle C'est pas du luxe. Pour l'anecdote, la ville de Cavaillon n'a pas voulu, ne voulait pas accueillir des clodos dans leur ville. On a été viré de 2 autres villes dans lesquelles on avait fait les premières éditions, et on a eu le bonheur depuis 2018 d'être accueillis à Avignon, donc la ville des festivals, où Madame le maire était ravie de pouvoir proposer un 3e festival d'Avignon, différent. Et donc, depuis que nous sommes à Avignon, nous sommes ancrés là-bas avec ce dispositif. Et donc, il se trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prendre ma retraite, mais que la Fondation Abbé Pierre m'a proposé de faire un travail d'essaimage auprès de mes futurs ex-collègues directeurs et directrices pour les inviter cette fois-ci à rejoindre ce mouvement qui, pas pour l'anecdote, mais va connaître une étape importante, puisque la nouvelle délégation au ministère a décidé de reconnaître ce festival comme un enjeu national et va donc dorénavant financer le projet. Et je vais me permettre à ce moment-là de lancer la vidéo qui parle vraiment du festival. C'est mon hôtel pendant 3 jours. On est parti de Grenoble mardi matin. J'ai manqué des mots pour qualifier, franchement, mais je pense que la surprise, c'est à Avignon. Pardon, je remets la grande image parce que... Ça, c'est mon hôtel pendant 3 jours. On est parti de Grenoble mardi matin. J'ai manqué des mots pour qualifier, franchement, mais... je pense que la surprise, c'est à Avignon. Ils sont partis il y a 4 jours, ils sont là aujourd'hui pour C'est pas du luxe. Bravo à vous. C'est vraiment un immense plaisir d'inaugurer aujourd'hui cette 5e édition du festival C'est pas du luxe. C'est en tout 70 projets, toutes disciplines confondues, qui ont été réalisés, coproduits avec des artistes professionnels, avec des personnes en situation de précarité, dans des accueils de jour, des centres d'hébergement, des pensions de famille, des communautés Emmaüs, des foyers de travailleurs migrants, et puis avec des citoyens venus de tous horizons. L'art
est fait pour s'attarder. Je te regarde. Et après, je ne peux plus ignorer que je t'ai regardé. C'est définitivement ancré en moi. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu le courage que tu as eu pour venir ici en vélo. Qui qu'on soit, quelle que soit la vie qu'on trimballe, c'est un acte d'un extrême courage que de monter sur scène, de se montrer. Pour exister, eh ben, il faut se lancer, il faut parler fort, gesticuler fort pour exister grand dans la vie, pour réussir à exister et se sentir existante. Voilà. La rue m'a appris la méfiance. Je n'ai pas confiance en vous, moi, ni en moi-même. Je n'ai pas confiance en moi. Moi, tout ce que je veux, c'est aimer et être aimé. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti en sécurité, c'est grâce à vous. Au début, c'est vrai que j'avais un peur de ne pas savoir le texte, peur de jouer, voilà, mais maintenant ça va, on est rodé. Dans une de tes chansons, tu dis, il n'y a pas moyen d'être ce que je désire être. J'ai dit ça? Oui. Il y a une foule de choses que j'aimerais être. Il faut accepter ce que l'on est. On continue à faire ça depuis 11 ans et à faire ce genre d'aventure un peu folle où des gens qui peut-être se seraient jamais rencontrés dans le quotidien arrivent à apporter quelque chose ensemble. Le monde sera libre, le monde sera punk, le mur tombe, tout s'ouvre, enfin, champagne! J'ai refait tout le chemin qui m'avait emmené si loin. Oh Malibu, oh Malibu, oh Malibu. Le partage avec tout le monde, c'est génial, c'est un moment, c'est du pur bonheur. C'est une inspiration pour la société. Je veux vous attacher avec les liens de langage. Oui, nous au sommes malheur souffleurs de patience. Bienheureux les fleuves qui n'ont pas de frontières. Bienheureux les vents qui sautent les murailles. Ils sont du pays où ils respirent. On va raccourcir du coup, mais cette vidéo, vous pouvez aller la voir en allant sur le site de la Fondation Abbé Pierre notamment, qui, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas une fondation confessionnelle. C'est important de le préciser. Voilà. Merci beaucoup Didier. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le site de la Garance pour connaître mieux ce festival assez incroyable où tout le monde pleure. Merci à tous les trois. Donc on est un petit peu en retard, mais on avait commencé un petit peu en retard, donc on va quand même. Je pense qu'on a d'autres sessions qui démarrent à 4h30, donc on va quand même se prendre le temps de quelques questions. Et puis après, éventuellement, on peut continuer à discuter autour d'un café pour ne pas entraîner tout le monde dans le retard. On se donne peut-être 5-7 minutes de questions, si quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit Michel ou Fabrice ou Didier. Oui? Vous voulez un micro ou vous parlez fort? Conscience des impasses de cette absence de projet culturel, notamment quand on fait cohabiter des comités culturels qui n'ont pas les mêmes types de comportements, les mêmes valeurs, et que ça peut créer des conflits justement dans l'occupation des espaces. Alors, je ne fonde pas mon propos sur une enquête exhaustive, hein. C'est la multiplication. Et d'ailleurs, je travaille plutôt par principe de cumulation et de saturation d'un point de vue anthropologique. Mais c'est la répétition quand même de ce constat, où très souvent, alors il y a plusieurs options. Souvent, l'option, c'est l'option technologique, hein. On met un côté Fab Lab ou un truc comme ça, et puis on attend que les associations, et que les associations culturelles notamment, se saisissent du lieu. Bon, voilà. Et puis... donc ça, c'est assez récurrent.
Après, là, moi, j'attends en fait d'observer comment quand une association va venir proposer des ateliers théâtre ou autre, comment ça va se passer dans ce cas-là. Mais j'ai pas de réponse à ce moment-là sur le. Mais en tout cas, le constat de la communication politique, notamment au moment des municipales l'an dernier, sur les tiers-lieux existait, mais sur les contenus, c'était quand même assez vide, quoi. Je crois que Didier, vous voulez répondre sur les tiers-lieux ? Oui, je pense que pour avoir donc travaillé sur ce projet de tiers-lieu qui a été avorté sur décision municipale, là justement c'est un tiers-lieu qui fonctionnait déjà dans un lieu qui n'était pas, qui ne permettait pas son installation pérenne et surtout son ouverture, qui était l'objectif étant d'ouvrir ce lieu de précarité artistique et de faire en sorte que d'autres pratiques puissent venir se dérouler dans ce lieu-là. Et il me semble que les tiers-lieux qu'on a visités, parce qu'il y en a quand même qui fonctionnent, ce sont des tiers-lieux qui sont d'initiatives effectivement de territoire, c'était notre cas, initiatives d'associations, initiatives de mouvements, et qui en fait sont ensuite validées. Et là, la problématique des tiers-lieux aujourd'hui, c'est que par l'appel à projet, et ça serait intéressant d'étudier la question des appels à projet, c'est que par la notion d'appel à projet, il y a des effets d'aubaine qui permettent donc du coup à des collectivités de pouvoir financer des lieux, mais sans que ceux-ci correspondent vraiment à une réalité, à un réel besoin. Simplement la possibilité pour ces communes d'avoir des financements. Voilà. Mais ceux qui fonctionnent bien, et il y en a quand même quelques-uns, heureusement, qui proposent vraiment une alternative au modèle culturel dominant dont vous parliez tout à l'heure, ces démarches-là sont vraiment intéressantes. Merci. Je crois que Christophe, on pourrait citer le tiers-lieu que Élise Garcia est en train de monter, mais elle est très discrète, elle ne veut pas en parler, donc elle nous en parlera un jour. Mais voilà, un tiers-lieu qui est en cours d'élaboration culturelle, sociale, citoyen, avec une vraie approche culturelle et citoyenne à Cergy, dont on parlera bientôt dans les médias. Voilà. Bon, donc on n'en parle pas aujourd'hui, hein, Élise, mais Christophe, tu voulais poser une question ? D'éternel optimiste et d'infatigable militant, mais je suis un peu gêné par ce que j'entends, parce que j'ai l'impression qu'on pose comme acquis et indépassable un déterminisme social. Et un déterminisme social au sens des individus comme des institutions. Voilà. Alors moi j'ai le sentiment que rien n'est parfait, mais tout peut bouger. J'ai encore cette espérance. Alors, je te rejoins bientôt, Didier, hein, donc il y a une place au chaud avec la répartition, la capitalisation pour la retraite. Mais je suis un peu surpris de ça. Par exemple, dans ton intervention, c'est très intéressant. Tu as parlé que des bâtiments. Nous, à la scène nationale, on ne parle jamais du bâtiment, on parle de projet. Parce que le projet ne se réduit pas à un bâtiment, il existe aussi dans sa dimension physique extérieure, et aussi dans sa dimension incarnée. On est sur un territoire qui est ce qu'il est, qui n'est pas forcément le plus sexy, le plus attirant pour les CSP+, que nous sommes à former l'intelligentsia culturelle, et 80% des salariés vivent sur ce territoire. Donc c'est cet ensemble de choses-là. Et juste un petit élément qui est imparfait. Mais nous, en 9 ans, on a doublé la fréquentation de la scène nationale. On s'en fout des chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a doublé à partir d'un public jeune, pauvre et de couleur. On va mettre les pieds à plat un peu. À un moment, il faut se les adresser, ces questions-là. Et donc, ça me laisse l'espoir que les choses peuvent un peu bouger. Alors après, je suis désolé, Bruno, t'es parti, mais je rêve de le faire, il faut que je le fasse pendant quelques mois qui me restent. Je veux déposer un dossier auprès du ministère de la Culture sur les publics empêchés pour qu'on puisse faire venir chez nous les riches, les CSP+, qui ne sont ceux qui ne fréquentent pas la scène nationale. Donc le public empêché, chez nous, ils sont à cet endroit-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment qu'on pose beaucoup les choses en statique et qu'en les posant pas en dynamique, et qu'on a surintégré. Moi, je vous le dis, ça a été l'objet de discussions il y a fort longtemps avec l'État, des discussions avec le géographe, comment ça va aller. J'ai l'impression qu'on a surintégré comme étant indépassable un certain nombre de divisions, de répartition avec les choses, peut-être, alors elles sont complexes, elles sont fatigantes à travailler, elles supposent de prendre des gros coups, et qu'elles supposent aussi d'avoir des gros échecs. Parce que je ne parle pas que de réussite, on parle aussi des échecs. Mais un peu de sortir, alors voilà, encore une fois, peut-être naïvement optimiste et militant, mais j'ai le sentiment de besoin de partager ça avec vous, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va reproduire ce qui est finalement assez banal de
Non, mais je te rejoins dans ce que j'ai décrit, même si du coup j'ai raccourci. Donc l'objectif qui était le mien, c'était en fait en gros d'expliquer qu'on était à 70% en dehors de nos murs, quasiment. Parce que malgré la pression politique, parce qu'en fait il y a des équipements qui ont été construits, mon rêve en fait ça aurait été de les détruire. De pouvoir se dire, j'ai un ami qui dirige pas un lieu, il dirige un projet qui n'a pas de lieu. Et c'est un bonheur en fait. Alors ça a toujours forcément des contraintes, mais ça oblige à une autre relation au territoire, à une autre façon de travailler qui est extrêmement intéressante. Mais je vois dans des petites villes comme la nôtre, moi j'ai toujours travaillé que dans des villes de 20, 25 000 habitants, parce que c'est la taille humaine qui me convient parfaitement, en tout cas dans ce désir de relations humaines et de nourrir la rencontre autrement que de venir consommer un spectacle, de pouvoir mener des aventures au long cours. Et il y a effectivement une pression politique assez importante par rapport à l'existence de lieux qui aujourd'hui ne sont plus forcément adaptés au développement de projets, des enjeux d'un projet culturel aujourd'hui. Il est 22, donc je crois qu'il y avait deux questions, donc on va prendre les deux. Oui, prendre les deux questions, mais très rapidement, puis des questions courtes et des réactions courtes pour qu'on puisse quand même boire un coup, enfin boire un café, je ne sais pas si on entend, mais et pas entraîner le retard pour une autre session qui... Donc je crois que tu avais levé la main, puis après... C'était une question pour Fabrice Rapin. Là, c'était la fiche label de mai comme équipement multidimensionnel, si je vous ai bien retenu. En l'occurrence, j'étais à Marseille, donc c'est un lieu que je connais très bien. Donc, comment dire, alors j'aime pas trop les choses binaires qui s'opposent, mais schématiquement, il y a du monde, à savoir les skateurs, effectivement, puisqu'il y avait une photo, et il y a les publics qui vont au spectacle de la salle de théâtre, en sachant que les skateurs ne sont pas forcément à la salle de théâtre, et à l'inverse, ceux qui sont dans la salle de théâtre ne sont pas forcément des skateurs. Donc, est-ce que, je ne sais pas ce que vous vouliez dire exactement en prenant cet exemple, et je vais être un peu provocateur, mais est-ce que la période de mai, quelque part, est-ce que la situation que je décris sous votre contrôle, est-ce que vous la considérez comme normale, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un pari raté, auquel cas, comment augmenter justement l'empreinte civique de cet établissement? J'en veux pour preuve les Est-ce qu'on laisse répondre Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, où, comme vous le savez sans doute, il y a eu non pas une concave, mais en tout cas tout un mouvement des quartiers, que ce soit le quartier de la Place du Mai ou des quartiers nord, justement, pour mettre en valeur le fait qu'il y avait beaucoup d'argent de l'urbain, dans du Mathieu-Vu, dans un équipement à côté du MUSEM dont aujourd'hui on ne sait plus quoi faire, et justement pas suffisamment d'argent injecté pour les empreintes civiques. Alors, sur la diversité des prises d'activités culturelles sur un lieu, moi j'ai pas de jugement, c'est-à-dire que de fait, je constate qu'il y a deux mondes, en effet, et surtout, mon propos n'est absolument pas politique, donc on a beau dire, mais l'indexation des pratiques culturelles sur les milieux sociaux se reproduit et se reproduit d'année en année. Voilà, j'y peux rien, c'est-à-dire que voilà. Et après, je rentrerai dans un propos normatif, mais moi, mon propos, il est empirique là, donc voilà. Donc je suis d'accord avec vous de ce constat. Ce que je peux dire aussi d'un point de vue empirique, c'est que s'il est comme ça, ce constat, c'est que les classes ou les milieux sociaux à même de récupérer les subventions sont ceux à même de légitimer leur action. Voilà. Et on est d'accord, ce sont les milieux des classes moyennes supérieures intellectuelles qui sont capables, dont on fait partie ici, de récupérer les subventions. Les porteurs de projets qui sont dans des formes esthétiques non légitimes, indépendamment de leur impact sur le territoire, indépendamment de leur intérêt, de leur sens social, n'ont pas la capacité de produire ce discours et de récupérer les subventions. Donc de fait, je constate une inégalité dans l'accès aux subventions culturelles. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin sur mon propos, parce qu'après, je rentrerai dans un jugement politique et je n'ai pas à dire si c'est normal ou pas normal, en fait. Il y a une question? C'est pas une question, c'est juste pour aller un peu dans le sens positif. Puisque moi, je voulais juste parler des programmes à destination des jeunes, et de la jeunesse en particulier, enfin, d'une façon plus globale, c'est que ça rentre, je trouve que ça a une résonance par rapport à ce que vous expliquez tout à l'heure sur l'ancrage, l'encastrement et l'empreinte, qui à mon avis, ces trois dimensions-là apparaissent quand on développe dans des lieux des programmes à destination de la jeunesse, et que je me réjouis surtout que ces programmes à destination de la
imposer effectivement un projet artistique et culturel d'une façon globale. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette session. On peut continuer les discussions là maintenant, ce soir, demain, aux pauses, au repas, et on ne prend pas trop de retard.